À travers cette vidéo, je veux démontrer une chose exceptionnelle. Les Illuminati ont la vraie connaissance ou recherchent, à défaut d'avoir la vraie connaissance, recherchent la vraie connaissance sur la vraie science, les vraies choses qui concernent l'histoire de notre planète, l'histoire de l'humanité. Donc je vais donner quelques exemples. Et en contrepartie, au peuple, ils enseignent le mensonge, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs, de l'évolutionnisme, du darwinisme. Mais eux, en contrepartie, se gardent effectivement et font des recherches sur les vraies choses de l'histoire de l'humanité. Nous avons un cas qui parle de lui-même, qui est énorme, je dirais, celui de l'abbé ou du père Crespi, qui est un père missionnaire en Amérique du Sud et plus précisément en Équateur. Il est d'origine italienne. L'Équateur a déjà sorti un timbre sur lui. Le Vatican II, ce truc maçonnique qui n'est pas une référence, mais quand même, avait entamé donc des travaux pour sa béatification. Et le père Crespi est véritablement un homme de Dieu. Ça se voit sur sa photo, ça émane de son visage. Et il fait la découverte, donc en Équateur, de galeries Inca où il trouve des plaques en or sur lesquelles sont dessinés donc des Indiens qui montent des dinosaures, qui regardent les étoiles avec une longue vue, on va dire, ou un télescope, qui font des opérations du cerveau. Ces plaques, il les sort donc de ces galeries qui font plusieurs kilomètres, qui sont des galeries secrètes, et il les entrepose dans son église. Son église prend feu, et ces artefacts, ces vestiges disparaissent. Ils sont volés. Et donc là, on est dans les années, fin des années 50, début des années 60. Quelque temps après, dans les années 70, 10 ans après, deux hommes entreprennent donc une expédition avec des membres de l'armée équatorienne et des membres de l'armée américaine. Et parmi ces deux personnes, il y a le premier homme qui, selon la version officielle, qui a posé le premier pas sur la Lune. Donc là-dessus, j'ai fait des recherches et j'ai remarqué, j'ai constaté que ce premier homme donc, qui a posé le pas sur la Lune, avec la mission Apollo 11 ou 12, était un membre donc, de la supramaçonnerie. Il appartenait donc au Bohemian Club, qui est un club satanique qui existe depuis plus de 100 ans, dans lequel on retrouve des ministres, des chefs d'État, et qui pratiquent donc des choses tout à fait curieuses, c'est-à-dire qu'il y a un dieu chouette qui fait 5 mètres de haut, et tous ces politiciens, tous ces banquiers du monde entier, où on trouve Bush, etc., prient cette chouette avec un semblant de sacrifice. C'est ce qu'ils disent. Et donc, cet homme donc, qui pose le premier pas sur la Lune, c'est Armstrong. Donc c'est un sataniste. Et sous sa direction, donc dans les années 70, je pense que c'est en 74, ils vont faire la mission Spéléo, donc dans ces galeries où le père Crespi, donc plus de 10 ans avant, a pris ces artefacts. Ils vont faire l'expédition la plus longue de l'histoire, la mission de spéléologie, et la plus chère. Et quand ils reviennent à la surface, donc il y a Armstrong, il y a Stan Hall, qui est un ingénieur écossais, ce sont ces deux hommes, c'est un duo, et qui est un spécialiste, comme par hasard, de l'Atlantide. Et donc avec ces membres de l'armée américaine, équatorienne, ils reviennent, ça dure un an, ils disent on n'a rien trouvé, on a seulement trouvé des plantes qui n'étaient pas répertoriées. Donc on voit avec l'appartenance d'Armstrong à la supramaçonnerie, lorsqu'on a le nez un peu fin, on voit bien que Crespi qui perd effectivement, enfin son église est incendiée, etc.,
on voit qu'il y a des gens qui cherchent quelque chose. Et pourquoi ils cherchent? Parce qu'ils prennent au sérieux. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas figés dans les croyances qui nous sont servies, qui sont des mensonges, qui sont le darwinisme. Autrement, ces choses-là ne les intéresseraient pas. D'autant plus qu'après, quand ils remontent, ils disent un an après, on n'a rien trouvé. Alors que c'est la mission Spéléo, donc je répète, la plus chère et la plus longue. Nous avons aussi un cas qui est très intéressant, parce que des cas, il y en a je dirais, des centaines. C'est celui aussi de Madame Galbraith, qui est la femme de l'ambassadeur américain à Paris dans les années 80. Et donc Madame Galbraith est financée par les Rockefeller pour chercher quels sont les scientifiques qui étudient le phénomène, en fait, comment dirais-je, la technologie des ovnis. C'est quand même curieux que la femme d'un ambassadeur soit financée pour faire ce genre de recherche. Alors ça, où est-ce que je le trouve? C'est dans le rapport Cometa du général Letty, qui était le directeur de l'IHEDN, c'est-à-dire l'école des ingénieurs de l'armée de l'air. Donc ce sont des têtes bien bordées. Le rapport Letty avait été remis au président Chirac et à son premier ministre Lionel Jospin, donc à l'époque. Et donc le général Letty est entouré d'amiraux, voilà, des têtes bien pensantes, on va dire, de la défense nationale française. Et donc il mentionne ça, cette histoire avec Madame Galbraith. On voit à travers ce genre d'exemple, et on voit aussi en lisant ce rapport-là et d'autres livres sur le phénomène OVNI, notamment OVNI 40 ans de désinformation, qui est préfacé par Vladimir Volkov, donc qui est un chrétien, là aussi qui est une tête bien bordée, qui raconte que les Rockefeller tiennent des conférences fermées ou secrètes, on pourrait dire, sur les ovnis. Avec un certain ingénieur, dont je me souviens le nom, c'est un certain Sturrock, qui était un spécialiste des fluides. Donc on est en plein dans la technologie, disons-le, de Tesla, cette technologie qui avait été mise en œuvre ou utilisée par l'Allemagne nationale-socialiste, puisqu'on sait très bien que l'Allemagne nationale-socialiste, qui était avant-gardiste par rapport à la science, à la technologie notamment, avait développé le système ce qu'on appelle des ovnis. Et après, les États-Unis et l'Union soviétique s'étaient partagés donc les savants de l'Allemagne et avaient tiré profit, on va dire, de ces connaissances-là. Donc voilà, entre Crespi, Galbraith, je pourrais parler aussi des batteries que l'on retrouve en Iran qui ont plus de 1000 ans, ou d'un oiseau qui était dans le musée du Caire, et lorsqu'on le met en soufflerie, on remarque qu'il a exactement les mêmes caractéristiques qu'un avion. C'est un oiseau qui n'a ni pattes ni plumes et qui date de 1200 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque du pharaon Séti Ier. Lorsque l'armée américaine est allée place Tahrir au musée d'égyptologie donc du Caire, l'armée américaine, lorsqu'elle est allée piller, elle savait ce qu'elle allait piller exactement, elle n'a pas fait n'importe quoi. On voit donc d'une manière concrète qu'il y a des gens qui connaissent une technologie, qui connaissent l'histoire de l'humanité, et en contrepartie, la population est tenue en dehors de tout ça. Et si ça va trop loin, on fait les lois qui sont nécessaires pour interdire effectivement les gens d'accéder, le peuple d'accéder à la vraie connaissance. Alors il y a une chose qui m'a complètement surprise, c'est aussi l'histoire de la Terre plate. C'est-à-dire que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Superloges. Les Superloges, il y en a 36 dans le monde, d'après les révélations d'un super ou supramaçon qui s'appelle donc Magaldi en Italie, et qui fait des révélations. Il explique donc qu'il y a
des loges, 36 super loges, voilà, normalement, qui sont inconnues des loges maçonniques. Et lorsqu'on cherche là-dedans, on trouve effectivement des gens qui sont des politiciens de très haut niveau. Alors je tiens à préciser une chose, c'est que certains politiciens qui sont francs-maçons ont été refusés dans ces loges-là, tellement elles sont puissantes. Et la maçonnerie régulière, y compris le Grand Orient de France, c'est la basse classe, hein. C'est pas les super loges, c'est bien au-dessus. On est dans la hiérarchie de Satan au niveau supérieur. Et la franc-maçonnerie normale, ce sont les épiciers, on va dire, hein. Ce sont les valets de Pisse, on va dire, pour parler un peu grossièrement, de la supramaçonnerie. Et lorsqu'on regarde les idées donc, de certains supramaçons, je pense à George Orwell, parce que c'est comme ça qu'il a pu écrire en 1987, parce qu'il était au courant, de par sa position, de par son initiation, il était au courant de ce qui allait se passer. Et ce n'est pas terminé. Dans l'ordre d'une future dictature, hein, George Orwell défend l'histoire de la Terre plate. J'ai mis comme ça sur mon site une vidéo où il y a un article qui a été écrit dans la presse américaine de George Orwell où il raconte ça. Nous avons aussi le cas de Bernard Shaw. Bernard Shaw, c'est un sataniste aussi, si on peut dire, qui appartient aux super loges, prix Nobel de littérature en 1925, et il défend le schéma, on va dire, de la Terre plate. Alors Bernard Shaw, lui, va encore plus loin, il dit que nous sommes actuellement dans une ère de superstition plus qu'au Moyen-Âge. C'est-à-dire que ces gens qui sont dans les super loges croient au surnaturel, par exemple, croient en Dieu, mais ils le combattent. Mais ils croient en Dieu. Il n'y a que la populace, je dirais, qui ne croit pas en Dieu. C'est ce qu'on appelle le monde, ce que Saint Paul appelle les mondains. Ou alors ils croient en Dieu, ou ils n'y croient pas, mais s'ils y croient, ils n'ont pas de pratique précise, soignée. Ce sont les mondains, c'est le monde, c'est la populace. Hein, c'est le vulgaire, on va dire, le béotien, comme on les appelait aussi en Grèce. Et lorsqu'on regarde bien, donc, que ce soit Bernard Shaw, George Orwell, ils croient à la Terre plate. Et en plus, cette histoire de Terre plate est représentée avec la dénomination du Sheol dans la Bible. Il y a plus de 80 références qui laissent penser à une Terre plate dans la Bible. Fernand Crombette, qui était un égyptologue bien plus calé que Champollion, qui avait déchiffré les hiéroglyphes à partir du copte ancien, donc Crombette qui décède en 1971. Crombette pense que la Terre est piriforme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas plate comme un disque, ça personne ne le dit, mais qu'elle est plus plate que sphérique, c'est-à-dire qu'elle ressemble à une poire. Il défend la Terre plate. Alors lorsque la Bible va aussi sur cette entre guillemets, théorie-là, il faut se souvenir aussi de l'histoire du lièvre qui est un ruminant. La science s'est moquée de la Bible. Il y a un excellent livre là-dessus du docteur Tasso, Dominique Tasso, dont je recommande fortement les vidéos. La Bible, donc ça faisait 2000 ans, disait que le lièvre est un ruminant. La science a dit, regardez ce que la Bible raconte, ce sont des bêtises, etc. Et dans les années 1950, la science a constaté, a relevé que le lièvre avait un double estomac, et donc avait des déjections qui n'étaient pas définitives et qui réingurgitaient. Donc c'était un ruminant particulier. Seulement le problème, c'est que la Bible le disait 2000 ans avant. Donc on voit encore une fois que les Illuminati connaissent Dieu d'une certaine manière, qu'ils le combattent. On voit bien que la Bible dit des choses tout à fait sérieuses. Donc je ne veux pas, je dirais, développer le système de la Terre plate, hein, ce n'est pas le propos, mais le message que je veux faire passer, c'est qu'il y a véritablement deux lectures de l'histoire. Deux lectures de l'histoire de l'humanité, celle des Illuminati, qui connaissent ou qui s'intéressent à la vraie science, et celle du peuple, qui lui est complètement largué, qui ne connaît même pas l'existence de Dieu, qui pratique tant bien que mal, sans grande conscience. Enfin bon, voilà, ce sont les mondains de Saint Paul, le monde, voilà.
euh, donc il y a deux sphères, on va dire, qui se décrochent complètement. Et donc on voit bien que nous sommes dans la caverne de Platon, euh, nous sommes entretenus dans l'obscurantisme, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie, là aussi, on pourrait développer dans ce sens-là, la franc-maçonnerie qui prétend lutter contre l'obscurantisme en luttant contre les religions, ben, c'est un mensonge de Satan. C'est-à-dire qu'en démonologie, on le dit, après les démons menteurs viennent les démons tueurs. Et nous en sommes exactement là. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie a, a transmis l'obscurantisme réellement en tuant Dieu. En tuant Dieu. Et le résultat, on le voit maintenant, c'est que nous vivons dans un film de science-fiction où la population, où le monde n'a plus prise avec la réalité. Parce que nous avons perdu prise avec Dieu.